Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce deuxième podcast MLS Franco. Donc, on fait le tour de la MLS pour vous autres. Alors que les premiers matchs vont se faire bientôt. On a des équipes qui commencent à jouer dès la semaine prochaine. On est à 6 jours donc du début du calendrier officiel. Et après avoir écouté le podcast de ce soir, vous aurez eu une analyse complète de toutes les formations au complet de la MLS puisqu'on a fait l'association de l'Est dans l'épisode numéro 1. Ce soir, on fait donc cette analyse-là avec les formations de l'Ouest dans la MLS. Avec moi, Richard. Ça va bien, Richard? Ça va très bien, Jeff, merci. Good. Arius qui est là avec moi, que ceux et celles qui suivent le podcast via tous les réseaux sociaux MLS Franco, vous le connaissez peut-être un petit peu moins, mais Arius anime avec moi donc le podcast BBN, édition du mercredi. Ça va bien, Arius? Ça va super. Merci encore pour l'invitation, Jeff. Et puis, j'ai hâte à l'émission avec Richard. Je redis à tous les auditeurs, bienvenue dans notre Richard, dans notre team groupe, de foot. Dans notre team de foot, Passion BBN Podcast. Merci beaucoup, Arius, ça me fait plaisir. Ouais. Si on regarde, les gars, on a fait l'Est la semaine passée, là, on va faire l'Ouest. Classement qui avait été quand même relativement serré la saison dernière avec le Sporting Kansas City, Seattle et Portland qui ont fini à triple égalité à 39 points au sommet de ce classement-là. Donc, je pense que c'était vraiment le groupe de tête la saison dernière. On avait Minnesota, Colorado, Dallas et LAFC qui étaient dans le bloc du milieu. Et San Jose, Vancouver, LA Galaxy, Real Salt Lake et Houston, triste Houston qui terminait le classement de cette saison-là. Ça risque de bouger un peu cette année, hein. Si je regarde là, je regardais les cotes, LAFC est pas mal favori là, cette année dans le circuit. Richard. C'est sûr qu'avec LAFC, déjà là, avec la perte de Carlos Vela qui a été un petit peu difficile dans le début de la saison, c'est sûr qu'avec Rossi, ça a montré un autre visage du côté de LAFC. Puis en plus, avec Bob Bradley qui connaît quand même bien la ligue, je pense que LAFC vont apprendre de leurs erreurs de l'année passée, malgré qu'ils ont connu quand même des gros succès lors de la CONCACAF aussi, de leur passage en CONCACAF en fait. Donc je pense que ça va être une bonne période pour eux en fait. Mathieu est là avec nous. Il nous dit dans l'Ouest, les champions seront le Sporting Kansas City, Wildcard Portland, déception Houston. On va regarder tantôt justement, on va descendre toutes les équipes. On va parler justement de nos favoris, en tout cas ceux qu'on voit en haut, ceux qu'on voit en bas. Mais je pense que Sporting Kansas City, on va commencer par analyser ça, mais c'est l'équipe qui prônait au sommet et d'après moi, ça risque de rester une équipe, là, on peut peut-être commencer par Arius, une équipe qui va rester au sommet. Là. Et on en a parlé à notre dernier podcast, GF, ça reste d'être une équipe, et moi je crois que ça va être une équipe qui va rester au sommet. Encore une équipe qui a beaucoup de profondeur. Et puis on a vu un Gianluca Busio qui veut prendre le lead de cette équipe-là. Et puis on le voit aussi qu'il fait partie les meilleurs top jeunes joueurs au monde. Il est considéré parmi les meilleurs top jeunes joueurs au monde. Donc tout le coach Peter Vermes a bien dit, tout est alentour de ce jeune-là. Et puis, une équipe qui a fini avec des matchs en main en plus à 39 points, trois matchs nuls, 6 perdus. Donc, on voit qu'ils étaient bien partis pour finir premier de l'Ouest. Richard, Arius vient de le dire, Busio, je pense que c'est vraiment la carte cachée, ben pas cachée maintenant, mais c'est vraiment la carte de cette formation-là. En effet, même Arius l'a même mentionné aussi que Busio voulait prendre vraiment les rênes de cette équipe aussi. Puis justement, Busio l'a même mentionné aussi que cette année, c'était son année. Puis je pense que déjà là, le fait qu'il a été mentionné dans d'autres transferts en Europe, justement du côté de l'Italie, même en Espagne, ça montre le potentiel que ce jeune homme a. Puis je sais que Peter Vermes, c'est quelqu'un qui gère très bien ses formations et qui s'adapte vraiment bien au style de jeu de certaines équipes. Donc forcément, je m'attends à ce que Busio éclate cette saison-ci.
Parce que sinon, c'est pas une formation. On dit que les meilleures formations demeurent les formations qui sont le plus stables, qui offrent le plus de stabilité à leur équipe. Et il n'y a pas de changement drastique au niveau des transactions dans le visage de cette formation-là. C'est sûr qu'on rentre un Gadi Kinda, mais sinon, là, il n'y a pas de... On n'a pas reviré l'équipe à l'envers. Non, c'est ça en effet. On s'est plus renforcé un peu plus au niveau de la défense en fait. Déjà là, le fait que Matt Beasley est parti, c'était vraiment un gros plus dans la charnière centrale de Kansas City. Mais avec le renfort de Nicolas Izima-Mirin qui va amener un peu plus d'expérience européenne, ça va faire un grand changement, un grand bien pour la formation de Vermes. Tu vois-tu la même chose, Arius? Exactement. Richard a très bien expliqué. Et puis, c'est une équipe en plus qui a une stabilité au niveau de la gestion, partir de même l'académie jusqu'à l'équipe première. On voit que c'est une équipe qui est bien fondée. Et puis, le coach Vermes, il a bien dit, Richard, gère bien son équipe. Et puis, je pense que c'est une équipe qui est bien partie pour encore une belle saison. Et puis, espérons que Boussio va nous épater. C'est comme l'Ajax. C'est comme l'Ajax de la MLS. Sporting, oui. Depuis qu'ils sont rentrés dans la Ligue, ils ont toujours été vus comme une équipe qui développe. Et puis, ils font confiance à leurs jeunes aussi, puis ils croient à leur développement, puis à leurs produits. Saunders de Seattle, maintenant, c'est une formation qui a changé un petit peu plus quand même, avec 15 nouveaux joueurs. Formation donc qui avait terminé ex-aequo avec Sporting Kansas City, mais bien sûr avec un match de plus de jouer. Le calendrier de la MLS était un petit peu spécial la saison dernière, mais Roman Torres quand même peut être un des gros départ pour cette formation-là. Mais sinon, eux autres aussi, là, le noyau et Richard demeure en place là, à Seattle. Ouais, c'est ça exactement. Déjà avec Lodero et le retour de Freddie Montero, ça va être déjà un gros plus aussi pour la formation de Schmelzer qui accède souvent en MLS Cup. Donc pour eux, ça va être un plus. Mais ce qui manque dans cette équipe-là, c'est surtout le départ de Jordan Morris du côté de Swansea. Je pense que ça va être une grosse perte pour eux, mais d'après moi, Seattle, c'est sûr que malgré la perte de Morris, c'est une équipe qui est bien gérée par Schmelzer puis qui connaît beaucoup de succès dans cette ligue. Arius? Et évidemment, Morris ça va faire mal, mais non seulement ils ont perdu Morris, mais on a vu que c'est une équipe qui a perdu Gustave, Svensson. Faut pas se fier, 30 secondes, faut pas se fier aux top joueurs. Là, je viens de remarquer que c'est les mêmes que le Sporting. Je m'en excuse, erreur du pitcher. Il y a pas de problème. Et puis, et on voit que Raoul aussi, qui est le Péruvien, le striker national team, qui est aussi prêt à revenir bientôt, qui est en train de régler ses problèmes d'immigration. Donc, oui, ils ont perdu beaucoup, mais c'est une équipe encore qui veut aspirer encore au championnat. C'est les défendants du champion de l'Ouest qui ont causé une belle surprise contre Kansas City. Puis, espérons qu'ils vont encore avoir une belle année. Je pense que oui. Et les Timbers qui ferment là, cette première marche-là sont très solides. Sporting Kansas City, Seattle et Portland. Même chose pour les Timbers. 4 joueurs seulement qui sont arrivés, 8 qui sont partis. Donc, encore une fois, Richard, là, dans le sommet du classement de l'Ouest, on est dans la stabilité. Là. En effet, surtout le fait que comment il s'appelle? L'entraîneur de Portland, justement, Giovanni Savarese, c'est un entraîneur qui aime beaucoup se porter vers l'avant, puis qu'il s'adapte vraiment au style de jeu de leur adversaire, justement. Et le fait qu'avec Diego Valeri, c'est sûr que Blanco est un petit peu blessé durant la saison, mais déjà là, le fait qu'il va peut-être retourner sur le terrain, ça va apporter un autre souffle de vigueur du côté de Portland, parce que ça a été un petit peu difficile au début de la saison, mais rendu au tournoi de la MLS is back, l'équipe a vraiment bien géré et ont même gagné le tournoi contre les Hawks d'Orlando. Donc, je pense que Portland, ça va être une belle surprise pour cette année. Moi, je les vois loin, très haut même, mais pour certains, ça se peut que ce soit pas le cas, mais ça reste à voir durant la saison.
pour parler de Portland, et puis tu l'as bien mentionné, JF, tu as parlé de stabilité. Ouais. Et on a parlé encore du développement. Portland, encore une fois, ça c'est un exemple du développement de jeunes joueurs. Et puis on voit c'est une équipe qui a des jeunes joueurs qui faisaient partie de l'équipe U23 et qui dominent des attaquants. Qui ont gradué dans le club et et un general manager aussi qui veut pas prendre trop de risques parce qu'il sait qu'il a une équipe quand même jeune, solide. Et puis, il lui manque peut-être un morceau en arrière pour compléter le back four. Mais je crois que c'est une équipe encore qui va, comme Richard a bien dit, qui va continuer à surprendre les équipes cette année dans l'Ouest. Et puis, qui va finir peut-être dans les top 5, définitivement. Minnesota United, c'est un club qui m'a un peu surpris parce que c'est un club qui a terminé quand même relativement haut au classement, 4e dans l'Ouest avec 34 points, donc 5 points de la tête, avec quand même des matchs en main sur Seattle et sur Portland. Mais il y a eu quand même beaucoup de chamboulements dans cet alignement-là au cours de la saison morte. 16 entrées et 16 sorties. Et dans les meilleurs joueurs, on note le départ de Kevin Molino. C'est une équipe qui sera sans doute, Richard, transformée là, pour le début de la saison. En effet, ça c'est sûr et certain parce que déjà Molino amenait beaucoup d'offensives du côté de Minnesota et la révélation de cette équipe, ça a vraiment été Emmanuel Reynoso, justement, le joueur qui provient de Boca Juniors. C'est le joueur, selon moi, qui a vraiment transformé cette équipe parce que lors de l'entre-saison, on a vu tout son apport offensif et surtout son caractère au niveau du terrain et surtout le fait que l'entraîneur gère bien son équipe aussi. Ça a été une équipe un peu surprise aussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient là, mais ils sont vraiment très bien gérés. Puis je pense que c'est vraiment un processus qui sont en train de se bâtir. Puis pour eux, je pense que déjà là, eux, je les vois vraiment loin dans la saison. On verra. Minnesota, bonne équipe, stable. Encore une fois, on parle beaucoup de stabilité. Ils ont re-signé un morceau que Richard peut-être a pas mentionné, mais ils ont re-signé Osvaldo Alonso. Donc, un back qui arrive pour une 3e saison, qui est très bien établi dans la ligue. Et puis, un vétéran, un leader qu'on a besoin dans un vestiaire, surtout quand c'est une équipe jeune. Donc, il y a des moments que tu as besoin d'un leader comme Osvaldo. Et puis, je pense que ça va être une équipe qui est très bien équilibrée de l'arrière, du milieu de terrain jusqu'à en avant. Puis là, ils pourront pas être dans la misère. Ils ont quand même ajouté dans le couloir gauche Yuka Raitala. Gage de succès. Mais non, mais je pense que Raitala doit, tu parlais à Arius de leadership. Malgré tout, Raitala avait le brassard de capitaine la dernière saison, donc il doit avoir cette force quand même d'amener un peu de leadership, j'imagine, au sein d'un vestiaire. Ça transpirait pas énormément sur le terrain. On le sentait très peu émotif, mais peut-être que dans un vestiaire, là, c'est le genre de je vais appeler ça de leader silencieux qui peut aider une formation. Mm-hmm. C'est sûr qu'avec son expérience aussi européenne, ça peut être un gros plus aussi. Ouais, je pense que oui. Définitivement. Puis, le leadership, GF, on en parle beaucoup, souvent. Puis, et puis, est-ce que c'est ce qu'on va voir cette année? Est-ce qu'on va avoir assez de leadership dans le vestiaire de l'Impact? Et puis, pour continuer à aider les jeunes à se développer. Mais c'est ce mix-là un peu qu'on voit les équipes de la MLS. Puis les experts en parlent aussi. Ce qui est difficile dans la MLS, JF, c'est un mix d'amener des jeunes et puis de penser que tu vas accéder aux grands titres. Puis ça, c'est difficile à faire. Donc, des équipes comme Seattle, Sporting, Portland, on en parle. Donc, réussir année après année à rester au top avec ces jeunes-là. Je trouve que c'est formidable ce qu'ils font dans l'Ouest. Et puis, l'Ouest est vraiment fort comparé à l'Est. Et puis, je sais qu'on a parlé de l'Est un peu, puis on doit rester dans l'Ouest. Mais vraiment, c'est le fun de faire cette comparaison-là, je trouve, de parler de l'Est et puis de parler de l'Ouest. Ouais. Je trouve que c'est les équipes sont complètement différentes, la façon dont sont gérées. En effet.
Je voulais revenir sur le commentaire de Mathieu parce qu'il me disait déception Houston pour la saison à venir. Et la prochaine équipe qu'on va évaluer, c'est les Rapids du Colorado. Puis je ne sais pas comment vous le sentez, puis on ne s'est pas parlé chacun de nos analyses avant d'entrer, mais les Rapids du Colorado, pour moi, c'est une des équipes qui, comment je pourrais dire, qui a régressé le plus dans l'entre-saison, de la façon que je l'évalue. Ils ont quand même 12 entrées, 6 sorties, mais j'entrevois comme rien de vraiment majeur pour venir transformer finalement au complet le visage de cette équipe-là. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui va reculer au classement cette saison. C'est vraiment une équipe qui est vraiment bâtie, comme tu l'as dit aussi, sur les jeunes. On a vu que cette équipe-là, il y a une légère marge de progression. On les a vus aussi surprendre durant les séries éliminatoires. Mais c'est sûr que Colorado, c'est pas vraiment une destination vraiment de luxe ou qui va attirer de nombreux joueurs. Mais c'est vraiment une équipe qui est vraiment basée sur les jeunes puis qui construit selon... c'est vraiment une équipe style MLS 1.0, mais un peu plus évoluée, en fait. Donc, et je peux comparer Colorado un peu à style Portland, le même genre style de gestion, où est-ce qu'on voit que c'est des équipes dans la ligue qui fournissent beaucoup de joueurs au programme de l'équipe nationale. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui font partie du programme de l'équipe nationale. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est des équipes qui ont un futur qui est très promettant. Prometteur, ouais. Donc, oui, très prometteur. Et puis, donc, oui, effectivement, ça va dépendre comment ils vont gérer la situation de la pandémie dans la bulle et tout. Donc, chaque équipe, on en parle souvent de ça. Mais ça aussi, c'est une situation qui peut avoir un effet aussi sur chaque équipe, malgré les acquisitions ou les changements qu'ils ont faits. Puis, des équipes jeunes comme ça, mais je pense qu'ils sont bien partis pour mieux gérer ces situations-là que les équipes qui attendent d'avoir des foules dans les estrades. C'est ça, parce que... Oui, vas-y, Richard. En fait, juste pour venir faire un petit pouce, en fait, comme Marius a dit, l'équipe est vraiment basée sur les jeunes aussi, mais il y a juste un joueur, selon moi, qui va vraiment épater durant la saison. Je sais que je suis un petit peu en avance sur le sujet, mais souvenez-vous du nom Sam Vines. C'est un jeune défenseur latéral droit ou gauche, j'imagine. Il y a un énorme potentiel, en fait, qui a déjà été scout, deuxième en anglicisme, selon des équipes anglaises et même en équipe suisse aussi. Il y a des équipes intéressées en Europe. Donc, c'est un joueur à surveiller. Richard. Très bon point. Jonathan Lewis aussi. Exactement. Mm-hmm. FC Dallas maintenant. Là aussi, ça a bougé beaucoup avec 15 entrées et 21 sorties quand même de joueurs. C'est une équipe que moi, l'an passé, je voyais plus haut au classement. Je pensais sincèrement que le FC Dallas se tirerait mieux leur épingle du jeu dans la dernière saison. Mais c'est une équipe qui, somme toute, là, année après année, se maintient dans les milieux de peloton. Et ça devrait pas faire exception cette saison-ci. Mm-hmm. En effet, c'est sûr. Déjà là, Luchi Gonzalez est un excellent coach. On sait, c'est un entraîneur qui est vraiment axé sur la jeunesse aussi. Comme tu l'as mentionné, Jeff, en fait, le FC Dallas, c'est vraiment l'opposé. C'est le même style de l'Ajax Amsterdam, en fait. C'est vraiment basé sur les jeunes en général. Et leur style de jeu correspond parfaitement à l'identité de Dallas. C'est très offensif, mais il y a beaucoup de bonnes bases dans cette équipe. Et concernant la saison à venir, Dallas, c'est sûr, ça va être un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de venus. Mais par contre, Lucci est capable de surprendre leurs adversaires selon le style de jeu qu'il va adapter. Donc, ça reste à voir. Arius, Richard amène des très bons points par rapport au FC Dallas. Une équipe jeune, une équipe qui va être très combative sur le terrain. Je suis sûr qu'il va se battre à chaque match. Mais le manque d'expérience va souvent, je suis sûr que va les rattraper de temps à autre durant certains matchs. Et puis, oui. Et puis, bon, on voit encore une équipe qui se base beaucoup sur le développement. Et puis, bravo à eux. Puis, on en a parlé. Écoute, les jeunes qui jouent en Italie, qu'ils ont réussi à transférer. Donc, encore là, Reynolds.
Reynolds et puis un autre joueur qui ont transféré à Juventus. Je n'ai pas son nom en tête. Et il y a Justin Shea aussi. Justin Shea, exact. Au Bayern Munich. Exact. Donc, on voit que c'est un club qui travaille très fort au niveau du développement et puis qui veut vraiment continuer à développer ses joueurs et puis pour avoir encore un autre avenir prometteur. Parce que l'important, c'est le mélange entre cette jeunesse-là qui pousse et l'expérience. Puis si on regarde même dans les grands circuits européens, si je pense au Red Bull Leipzig, à l'AC Milan, à l'AS Monaco, c'est des équipes qui ont quand même une formation relativement jeune, mais avec des joueurs d'expérience qui viennent vraiment calibrer ces équipes-là, ils leur permettent quand même de connaître un certain succès. Et c'est peut-être ce qui manque au FC Dallas. 2-3 joueurs bien établis pour venir encadrer ou coacher un peu, si on veut, ces jeunes-là sur le terrain. Mm-hmm. En effet, c'est sûr qu'avec le peu d'expérience, c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais déjà là, le fait que Matt Hedges, qui est un petit peu comme le père en fait de cette équipe, ça va peut-être aider les jeunes à progresser, puisqu'il va les prendre sous son aile aussi. Mais comme tu l'as mentionné aussi, ça va être un petit peu difficile durant la saison parce que les jeunes aussi sont pas très constants. Ça, c'est normal chez le développement d'un jeune parce qu'on sait pas où se mettre les pieds, en fait. C'est normal qu'ils fassent des erreurs aussi, mais en ayant des vétérans avec eux, ça va être vraiment plus facile pour leur apprentissage, en fait. Définitivement. Et puis, le temps de jeu va permettre, à force de jouer, ça va permettre de gagner plus d'expérience et puis de continuer leur développement. Et moi, j'aime mieux voir des équipes comme ça qui prennent le temps de développer leurs jeunes et de leur donner du temps de jeu que de voir des équipes qui vont aller se chercher des joueurs de premier plan pour laisser leurs jeunes finalement juste observer le long de la ligne de touche. Et on l'a vu, puis je reviens à l'Est, là, mais on l'a vu avec le CF Montréal, des gars comme Mathieu Chouanière, ça a pas touché énormément de terrain, ça a pas couru après des ballons. C'est sûr qu'il y a eu les blessures, mais on a brûlé quelques joueurs comme ça, des Thomas Maillard-Giguère, je pourrais dire même à la limite Anthony Jackson-Hamel, Michael Salazar, qu'on n'a pas développé parce que finalement, ils n'ont jamais eu de place sur le terrain. On fera pas ce reproche-là donc à cette formation-là qui au moins développe et donne de l'expérience. Mais les matchs les plus difficiles, puis j'en reviens à ce que Richard disait, où ce que les jeunes vont faire des erreurs, ça va devenir vraiment les matchs contre les équipes de tête, Kansas City, Seattle, Portland, qui vont savoir comment prendre ces jeunes formations-là au piège. Bien gérer le match et puis tactiquement aussi. Même si les jeunes physiquement vont avoir beaucoup d'énergie, vont être très dynamiques sur le jeu, mais le foot, c'est un jeu d'échecs. Puis à un moment donné, ça te rattrape sur le terrain, le manque d'expérience, et puis tu as des joueurs qui sont très expérimentés, qui savent gérer, qui ont beaucoup de millage, qui savent gérer un match, quand aller vers l'avant, quand garder possession du ballon. Donc tout ça va être un facteur justement dans la saison pour Dallas. Je pense que oui. Les Quakes de San Jose, une équipe donc qui a eu quand même là, des succès, certains succès la saison dernière, mais se maintient donc milieu de peloton, sans plus, là non plus, pas des grosses entrées, 4 seulement, 9 sorties. C'est une équipe que je vois sincèrement reculer au classement cette année. San Jose, je ne sais pas comment vous le voyez, Richard. Moi, je partage le même avec toi aussi. C'est sûr que San Jose, ça a vraiment été un petit peu difficile au début de saison, malgré le fait qu'ils ont gagné contre Toronto FC lors de leur match d'ouverture. Mais en général, cette équipe-là, c'est vraiment une équipe, pas qui en arrache, mais qui traîne un peu de la patte dans le sens que c'est un petit peu difficile à engranger des victoires aussi, parce que même comme Marius l'a mentionné aussi, l'Ouest, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus compétitif que comparé à l'Est. Les styles de jeu sont un peu plus différents aussi. Mais avec la formation de Almeida, en fait, ça va être un peu, comme je l'ai mentionné, ça va être un peu plus difficile, en fait, en termes de gestion aussi. Donc, c'est ça.
Et là-bas, c'est Arius, la gestion de la défensive qui va être importante parce que à 51 buts accordés la saison dernière, c'est la pire formation de l'Ouest au niveau des buts contre. Donc, c'est là que ça va jouer. Là. Défensivement, faut qu'il fasse mieux. Défensivement, écoute, on dit souvent la meilleure attaque, c'est la défensive. Mm-hmm. Donc, si défensivement, on a de la misère à contrer l'adversaire, ben on va avoir de la misère à gagner des matchs. Et puis, ça veut dire qu'on a de la misère, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de possession du ballon. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de chances de avoir du momentum non plus dans le jeu. Donc, c'est une équipe qui doit trouver un moyen, je pense, d'avoir une main. Ça serait drôle de voir, ça serait intéressant de voir leurs statistiques au niveau de possession du ballon. Mais je suis sûr que c'est une équipe qui doit aussi travailler sur leur possession du ballon aussi. Je pense que oui. Même le fait aussi de trouver une identité aussi, parce que San Jose, il y a pas vraiment, je sais pas pour moi, mais pour ma part, je trouve que San Jose n'a pas vraiment d'identité, en fait, sur le terrain. En fait, c'est vraiment axé vraiment sur l'attaque, mais la défense en arrache un peu plus aussi, avec le fait que Wondolowski commence à vieillir aussi, le fait que Cristian Espinoza, je pense, c'est le maître du jeu, le métronome, en fait. Et le fait qu'il n'y a pas vraiment de soutien défensif, ça va être un petit peu difficile pour Almeida d'engranger des victoires cette saison. C'est ça, et Wondolowski qui a mis fin à sa carrière, qui était là, sans doute la pièce maîtresse de cette formation-là. Fait que ça va être difficile à remplacer. Ça, c'est sûr. Formation que j'ai... t'allais-tu rajouter quelque chose? Non, non. C'est bon? OK. Formation que j'ai oubliée, j'ai passé droite, je peux pas l'oublier, c'est la première, la favorite dans... je voulais pas, mais j'allais juste te dire, LAFC, je pense que tu l'as sauté, LAFC. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la formation qui est pour plusieurs favorites, donc dans l'Ouest. Carlos Vela, Diego Rossi, Quado Opoku qui formait quand même de quoi d'assez menaçant. Et là, on ajoute encore un peu de power à cette formation-là. C'est sûr que, bon, on en perd un petit peu, mais je pense que avec Rodriguez et Perez, c'est les deux sorties là, les plus importantes de cette formation-là. Mais je pense qu'on est en train de tout mettre en place du LAFC pour connaître une bonne saison. Là. Offensivement, c'est sûr qu'avec Carlos Vela et Diego Rossi, c'est sûr que c'est entre de très bonnes mains. C'est la menace. Ouais, c'est exactement la menace en fait à surveiller parce que Diego Rossi, malgré l'absence de Vela, c'est vraiment lui qui a pris les rênes de l'équipe, comme je l'ai mentionné au tout début de l'épisode, de l'émission. Et surtout le fait qu'il y a des joueurs aussi qui suivent derrière, mais qui, un peu comme à la Opoku, en fait, qui apportent un souffle offensif de plus. Ça va faire du bien à la formation de Bradley aussi. Par contre, le point qui peut être un peu plus négatif dans cette équipe, ça a été surtout au niveau de la défense. Au niveau des latéraux, en fait, ça a été un peu plus compliqué parce qu'avec la blessure de Nahar, avec l'instabilité de Tristan Blackman, ça a été un petit peu plus compliqué à essayer de stabiliser un peu cette défense. Donc déjà là, le fait d'avoir un défenseur latéral en la personne de Kim Moon-Wan, ça va être un peu plus stable derrière, en fait. Arius? On voit que LFC est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés à s'adapter, à avoir un rythme de jeu l'année passée un peu. Puis contrairement à ce qu'ils ont démontré avec Carlos Vela. Carlos Vela un très bon joueur, donc on voit que ça va avoir un effet, c'est sûr, dans le vestiaire, et un effet sur l'équipe. Donc, est-ce qu'ils peuvent le remplacer par un autre joueur? Ça, c'est à voir parce que on voit aussi, ce qui est intéressant avant de continuer un peu sur LAFC, qu'est-ce que je trouve ici depuis le début, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont qui ont signé des joueurs désignés, si on remarque bien. Ouais. Pourquoi? Parce que on veut pas prendre de risques encore avec le fait que on est encore dans une bulle, il n'y a pas encore de fans et tout. Puis on attend peut-être la fenêtre de transfert pendant l'été pour aller chercher le joueur qu'il faut. Puis moi, je pense que LAFC, c'est le type d'équipe qui attend en ce moment pour aller chercher le joueur qu'il faut. Parce que c'est une des premières équipes qui va commencer à jouer devant leurs partisans. Ils attendent la fin du contrat de Cristiano Ronaldo.
C'est pas Miami, ça? Ouais, je pense que oui, Miami. C'est Miami, ouais. Miami vont tous les signer en joueur TAM. Messi, Il y en Ronaldo. a plein de bons joueurs qui sont en fin de contrat là, en Europe. Là. Oui, c'est le temps. Il y en a plein. En plus, vivre sous les palmiers, je pense que personne ne refuserait aussi. Hein. Non, c'est ça. Je pense que c'est la destination. Puis c'est un peu ça que je disais. Puis je vais revenir tranquillement à l'Est, mais souvent on parlait que Montréal, Vancouver et Toronto n'étaient pas nécessairement des marchés qui étaient alléchants pour les joueurs internationaux, mais c'est sûr que d'attirer quelqu'un à Montréal quand il est dans la neige, quand il doit parler, apprendre le français, et dealer avec l'argent canadien, tu sais, il y a des avantages nets à aller du côté des États-Unis, surtout des marchés comme LAFC, comme Miami, où il va avoir le soleil, il va avoir le climat. Puis je regardais aujourd'hui les images du stade de Miami où l'Impact va aller s'établir pour le camp pré-saison et le début de la saison, mais c'est de toute beauté là pour un jeune de 20 ans qui arrive et qui saute dans cette formation-là, d'aller s'entraîner à Miami sous les palmiers. Ça fait pas trop mal au cœur. C'est sûr. En plus, le terrain appartient à Beckham, donc moi, je dirais pas non plus. Là. Non, c'est ça, exactement. Aller prendre 2-3 selfies avec David Beckham. Puis, juste pour continuer, pour ajouter un peu sur LAFC, oui. C'est une équipe quand même assez âgée aussi. Hein. Ils ont des joueurs qui ont quand même 4 joueurs, je pense, qui sont dans les 30 ans et plus. Donc, ça aussi, ça peut jouer un peu au niveau de la profondeur. Si tu n'as pas assez de profondeur, ça peut jouer un peu aussi au niveau de la condensation qu'il peut avoir durant l'année. C'est ça. Et la gestion des matchs, là, si il y a plusieurs matchs serrés avec un calendrier pandémie, c'est là la gestion de l'effectif. Parce qu'on l'a vu la saison dernière, il y a eu énormément de blessés à travers tout le circuit, mais on a vu un calendrier qui est condensé. Donc, c'est jamais facile pour ces équipes-là. Vancouver. Une formation qui a dépensé quand même beaucoup depuis qu'ils ont mis la main sur le transfert de Alphonso Davies. Ils avaient de l'argent, ils l'ont investi. Et tranquillement, pas vite, c'est une équipe qui, selon moi, partait de loin, mais c'est une équipe qui est en construction. Je pense que Marc Dos Santos est en train de produire quelque chose de bien. Mais tu sais, des gars comme Freddy Montero qui est parti, bien sûr, mais Ali Adnan et Thomas Assal qui était là. Je pense que c'est une équipe qui quand même construit un projet qui est, somme toute, Richard, assez logique. J'ai toujours aimé cette formation, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment leur style de jeu, j'aime leur personnalité sur le terrain aussi. Et déjà là, le fait que Marc Dos Santos, on le connaît très bien ici à Montréal, c'est un coach qui est vraiment passionné puis qui aime se battre pour son équipe aussi. Et je pense que ça se transfigure aussi du côté de la formation de Vancouver aussi. C'est une équipe qui est bien organisée par Dos Santos. C'est sûr que les résultats ne sont pas présents, mais il y a un processus qui est en marche. Et on a vu avec les révélations de Thomas Assal durant le tournoi de la MLS is back. Malgré la blessure de Crépeau, Assal a vraiment pris les rênes de cette équipe-là. Et on a même vu quelques highlights, désolé mon anglicisme, des faits saillants en fait de ses performances. Ça donne vraiment de bonne augure pour la formation de Dos Santos. Je pense que oui, puis c'est une formation qui s'est pas trop chamboulée, donc ça démontre quoi? Ça démontre, Arius, selon moi, qu'il y a un projet en place puis qu'on a une direction. Tu sais, on a fait quelques ajustements, quelques joueurs qui sont partis, c'est normal. Donc, on a fait quelques entrées pour pallier à ces départs-là, mais sinon, on n'a pas tout reviré à l'envers là, du côté de Vancouver. Pas du tout. Puis on a vu depuis l'arrivée de Dos Santos, comme Richard a dit, c'est une équipe qui était partie pour la reconstruction et former ses joueurs, former une identité, une nouvelle identité avec le départ de Davies et certains d'autres joueurs comme Camara aussi. Et puis bon là, cette année, on a rajouté un Cavallini. Donc est-ce que c'est le joueur qui va commencer à prendre un peu le lead de cette équipe-là au niveau de l'attaque? Donc, on va voir.
Et puis, en même temps, on voit aussi que c'est une équipe qui compte beaucoup, qui sur ses jeunes joueurs aussi. Donc, un beau mélange. Et puis, espérons que... on voit aussi c'est une équipe, oublie surtout pas qui a bien fini la saison dernière, qui a ramassé, je pense que c'est l'équipe qui avait ramassé le plus de points vers la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Puis ils étaient pas loin d'être un contender pour les playoffs. Donc, ils ont passé proche de passer devant FC Dallas, je crois. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu prends... quand tu perds ton gardien numéro 1 comme ça en cours de saison, c'est jamais facile de s'en remettre. Je pense qu'on l'a dit. Le gardien qui a été appelé en renfort, Thomas Hasal, a très bien fait dans les circonstances. On était venu chercher Evan Bush également pour pallier à tout ça. Mais ça a peut-être joué quand même malgré tout au niveau des buts accordés. Et c'est là qu'on devra se renforcer là du côté des Whitecaps cette saison. Comme on l'a mentionné tantôt concernant les jeunes, c'est le manque d'expérience aussi qui a coûté à cette équipe-là. C'est sûr qu'avec Crépeau qui a été blessé, on se rappelle que Thomas Hasal, c'est quand même le 3e gardien de la formation de Vancouver aussi. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente à son égard, mais il a quand même surpris durant le tournoi. Mais c'est vraiment l'expérience qui a vraiment failli à la tâche du côté de Hasal et de la formation de Dos Santos. Je pense que oui. Et je ne sais pas si on l'a mentionné, mais l'ajout aussi du Brésilien qui vient d'arriver, donc de Botafogo. Donc, lui aussi, je pense que c'est un jeune joueur promettant, donc qui arrive, donc qui va être très, très intéressant à voir aller le terrain aussi pour cette équipe-là. Pour ce qui est de Real Salt Lake, tantôt je vous disais, c'est le fun d'être dans la construction et dans la stabilité, parce que je pense que pour avoir du succès, il faut une certaine stabilité. Par contre, quand tu es avant-dernier et que tu restes un peu dans cette stabilité-là, c'est pas facile donc de progresser. Très peu d'entrées chez le Real Salt Lake, quelques sorties, mais là non plus. Sinon, il y a Julian Vasquez peut-être qui pourrait faire mal. Mais sinon, c'est une équipe qui a très peu bougé et c'est une équipe qui, selon moi, aurait dû s'améliorer davantage dans l'entre-saison. C'est une équipe qui, même encore aujourd'hui, est très instable au niveau administratif aussi parce que l'équipe est sur le point de se faire vendre. Mais encore là, il n'y a pas vraiment d'acheteurs aussi, puis ça date depuis quelques temps déjà. L'équipe en général, en fait, c'est vraiment pas une équipe qui va vraiment pas aspirer au titre, mais qui a pas vraiment amélioré son effectif, comme tu l'as mentionné tantôt. L'équipe est un peu sur le neutre aussi, parce qu'on sait pas où la situation va aller avec cette équipe-là. Il n'y a pas vraiment de projet, pas vraiment de vision concrète pour le futur. Donc, c'est un peu désolant pour cette équipe, en fait. Fait que là, Arius, dans le fond, là, du côté du Real Salt Lake, on essaie un peu de sauver les meubles. Là. On essaie de jongler pour dire, regarde, on va faire la saison, faut pas que ça coûte trop cher, faut pas qu'on en perde trop, mais on va essayer malgré tout d'être séduisant pour un acheteur potentiel. Ça, c'est un peu ça là, présentement, puis c'est en mode pandémie. On a vu Sacramento retirer sa candidature. C'est pas facile là, de vendre une équipe comme Real Salt Lake qui va se vendre autour d'une transaction de 300 millions. Difficile on a parlé souvent des problèmes quand une équipe ou des joueurs vit des problèmes en dehors du terrain, comment c'est difficile de gérer ça sur le terrain. Et ça paraît aussi dans le jeu de Real. Tu vois que c'est une équipe qui est pas stable, comme Richard a bien mentionné. La gestion de l'équipe est très fébrile. Et puis, mais on voit qu'on essaye aussi de rassurer les partisans parce qu'ils ont quand même fait un prêt de Julio. Son dernier nom, c'est Anderson Julio. Donc, un winger qui est très reconnu dans la Liga du Mexique. Donc, il a marqué quand même beaucoup de buts. Et 27 buts, 26 assists en 134 matchs. Donc c'est un équatorien. Donc, on voit que c'est un joueur qui peut amener quelque chose d'intéressant sur le terrain. Et puis, est-ce qu'il a les joueurs pour l'entourer? Ça, c'est à voir aussi. Ça va être un peu compliqué, ouais. Mais il y a quand même des bons joueurs aussi dans cette équipe-là. Faut pas mentionner que avec Aaron Herrera en tant que défenseur, c'est un jeune joueur qui promet beaucoup dans cette équipe-là. Il y a beaucoup de
d'attente envers son égard. Il y a même aussi un joueur que je crois, selon moi, c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de cette ligue. C'est Albert Rousnak aussi. C'est un milieu plus du style box-to-box, limite un peu à la 10 aussi, capable d'apporter une touche offensive aussi au dernier tiers offensif. Et vraiment, c'est un joueur que je pense que l'équipe devrait vraiment tourner autour parce qu'il y a vraiment, comme j'ai mentionné, il n'y a pas vraiment d'identité, il n'y a pas de projet. Mais c'est sûr qu'avec un Rousnak déjà là en place, puis qui prend les rênes aussi de cette équipe, c'est déjà un plus. Un Ramirez aussi, puis un Meram aussi. C'est ça. Et on a ce qu'il faut pas mal pour construire. Là. Si on veut construire une colonne vertébrale, on sait que normalement, on part de l'arrière vers l'avant. Fait qu'avec un Herrera, avec un Rousnak, avec un Ruiz, tu sais, je pense qu'on a ce qu'il faut pour construire, mais il faut trouver qu'est-ce qui va faire un lien là avec tous les éléments qu'on peut ajouter à cette formation-là. Mais définitivement, on a quand même une base sur quoi travailler à Real Salt Lake. Demain matin, si on réussit à corriger la situation administrative, je vais le dire comme ça, de cette formation-là, on peut s'en virer assez rapidement quand même. Mm-hmm, oui, en effet. Oui. C'est une équipe qui me fait penser, je m'excuse si je fais la comparaison au hockey. Non, vas-y. Mais à Arizona Phoenix. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le même style. Là. C'est à chaque année, on essaie de trouver le propriétaire qui veut investir. Donc, même encore là, je viens appuyer aussi ton point de vue, dans le sens que c'est pas une ville qui est très attrayante aussi pour les joueurs aussi. Je sais pas si les joueurs aimeraient aller à la première fois, je vais aller à Salt Lake au lieu d'aller à Miami ou à New York. Donc, je t'appuie tant que ça va. Dynamo de Houston qui, eux aussi, ont fait, à l'image du CF Montréal, ont fait un rebrand, donc ont changé d'image complètement la saison dernière. C'est une équipe donc qui a terminé dans les bas-fonds. Jeff, excuse-moi, est-ce qu'on a parlé de LA Galaxy? LA Galaxy? C'est vrai. Qui était avant, c'est là. C'est vrai. Je me suis mêlé. LA Galaxy, c'est une formation qui a terminé donc quand même de troisième avant-dernier, ex-aequo à l'avant-dernière place, qui compte quand même sur qui comptait la saison dernière quand même sur des bons éléments en Christian Pavone, principalement. C'est une équipe qui, je sens, a de la misère à rebâtir depuis le départ de Zlatan. Je pense qu'on a tellement tout misé sur Zlatan qu'on a un peu brisé ce qu'il y avait dans le vestiaire de cette formation-là. Et là, de reconstruire, c'est pas facile. Là. Je pense qu'on a brisé beaucoup d'ego du côté du LA Galaxy dans le passé. Mais je pense que le gros problème de cette formation, c'est le fait qu'on surévalue trop les joueurs, en fait. Dans le sens que ces joueurs-là se voyaient déjà comme dans les premiers du classement, mais en réalité, l'effectif montrait plutôt une équipe un peu pas lâche, mais un peu... il n'y a pas beaucoup de profondeur dans cette équipe aussi. Et au niveau de la défense, c'était vraiment le gros problème, en fait, parce que ça se basait vraiment surtout sur les individualités, en fait, offensives de Pavone, j'allais dire Alessandrini, mais Alessandrini n'est plus là. De Pavone et aussi de l'ancien joueur de Benfica qui est parti en prêt, c'est Yoni Gonzalez aussi. Donc, ça se battait vraiment sur ces deux joueurs-là aussi. Puis le fait qu'on ne mette pas aussi l'avant Efrain Alvarez aussi, ça c'est un gros plus aussi à ce manque du LA Galaxy. Toi, Rius, comment tu le vois? LA Galaxy, 5 fois champion de la MLS, une équipe qui a beaucoup investi dans les vedettes aujourd'hui, ça les rattrape un peu, mais en même temps, on voit qu'ils ont compris que l'année dernière, c'est une équipe qui a été difficilement. Tu parlais de la défense de San Jose, mais ça, c'est une équipe aussi, sa défense était très fragile l'année dernière. C'est l'équipe qui a le pire différentiel la saison dernière à moins 19. Donc, ils se sont beaucoup focusés sur la défense cette année. Donc, en rajoutant un Villafana, un O'Neill Fisher, un Derrick Williams, et puis là, avec le gardien Jonathan Baum qui vient de rajouter. Donc, c'est une équipe qui veut se rebâtir complètement. Et puis, je pense qu'il y a quelques jours, ils ont signé le Français. Oui, Samuel Grandsir. Samuel Grandsir qui arrive de Monaco.
Donc, espérons qu'on voit que tranquillement, on revoit les LA Galaxy qu'on connaissait avec les Beckham et puis les Robbie Keane. Les Robbie Keane, exactement. Mm-hmm. Fait que tranquillement, ça s'en vient. Il y a une transition qui se fait. Je pense qu'on a laissé beaucoup d'argent sur la table. Et Ouais. là, lors du passage de Zlatan, mais je pense que, en tout cas, du moins, ce que je sens du côté du LA Galaxy, c'est qu'on a tiré une leçon de cet épisode-là. On semble un petit peu plus sur le break qu'on l'a déjà été dans le passé, à dire on va juste sortir de l'argent puis ajouter des joueurs sans rien mettre autour, sans avoir de structure, mais des joueurs qui vont, sans dire acheter le titre, mais qui vont nous aider à gagner. Donc là, ils vont y aller vraiment dans la reconstruction pour revenir au niveau où ils étaient. Je pense que tu l'as mentionné, Arius, dans le passé, où ils ont connu beaucoup de succès. Mm-hmm. Puis déjà là, avec l'acquisition. Oh, vas-y, Richard. Ah, en fait, je vais juste rajouter un point à ce que tu viens de dire aussi, Jeff. Ouais. Le fait que Greg Vanney ça mène à LAFC, ça va être un gros plus pour cette équipe-là parce qu'il va amener vraiment une identité aussi à cette équipe parce qu'il n'y avait pas vraiment d'identité sur le terrain et même à l'extérieur aussi. Et je pense qu'il a démontré dans le passé qu'il était capable, Vanney, d'instaurer ce qui manque et ce qu'on a de besoin du côté du LA Galaxy. Là. On l'a vu lors de son passage. Il a mis en place, je pense, cette structure-là au sein du joueur et des joueurs et du terrain pour conclure vers quelque chose, un projet qui se tenait. Donc, on n'a pas connu la saison dernière les résultats escomptés, là, arrivent au LA Galaxy, mais on sent qu'il va être capable de prendre la mesure de cette formation-là et de construire quelque chose de cohérent. Mm-hmm. C'est une équipe qui a été bâtie alentour du spectacle. Oui. On parlait de LA. Si je suis un joueur, si je veux aller jouer à LA ou à Miami, ben, je pense que LA, Miami, ce serait les places idéales que je voudrais jouer. Parce que c'est des places de entertainment, GF. Donc, le marché demande ça. Donc, LA Galaxy l'ont très bien fait, je crois. Donc, pour avoir 5 coupes de la MLS, je pense qu'ils l'ont très bien fait, d'aller chercher des vedettes et tout. Mais là, maintenant, alentour de ça, mais c'était de bien entourer les vedettes. Et puis, je pense que Chicharito était pas très bien entouré l'année dernière, du tout. Et il s'est même répandu aussi. Ouais, il l'a bien mentionné. Donc, cette année, je pense qu'ils ont compris le message, puis ils veulent rapidement bien l'entourer, puis voir est-ce que Chicharito va pouvoir avoir l'effet que Zlatan a eu ou Beckham a eu. Et est-ce qu'ils ont trop craint, selon vous, puis je lance la question en l'air de même, là, mais est-ce qu'ils ont trop craint l'arrivée du LAFC, puis ça les a fait un peu peur, justement, dans un marché où ils voulaient, Arius, comme tu disais, c'est un marché glam, c'est un marché de spectacle. Fait que là, de voir arriver une deuxième formation qui est LAFC, peut-être que ça les a épeurés un peu, puis ça l'explique certaines décisions qu'ils ont prises dans le passé. Mm-hmm. Aussi, définitivement, surtout ça amène la compétition. Vas-y, JF. Ouais, excuse-moi. Vas-y, Richard, excuse-moi. Vas-y. En fait, comme je l'ai mentionné, c'est surtout le fait que cette équipe-là se voyait vraiment déjà au-dessus des autres équipes. Mm-hmm. Il y avait vraiment une surévaluation des joueurs, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est le fait aussi que l'équipe était un petit peu mal gérée vers les fins de match aussi. La défense était un petit peu chancelante, en fait, comparé au LFC, qui est vraiment bien géré par Bob Bradley, qui connaît quand même bien la ligue aussi. Avec un Schelotto, ça a été un peu plus difficile, mais vers la fin, ça s'est un petit peu replacé. Mais comme tu l'as dit, JF, je pense que c'est le fait que LFC s'amène. Ça a mis un petit peu plus de pression du côté de du LA Galaxy. Donc, ils se sont dit, vu que le LA est là, ben, on va montrer c'est qui le vrai LA, tu comprends? Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça, exactement. Une belle rivalité. Je pense que oui, vraiment, dans les prochaines années, là, mais que le LA Galaxy ait retrouvé les sommets, je pense que ça va faire un derby, voire même un classico là, qui va être intéressant entre ces deux formations-là. L'autre formation, j'aurais pas de statistiques à offrir à personne, c'est Houston FC qui fait son entrée dans le circuit. Donc, une année, bien sûr, de transition qui était fort occupée pour Claudio Reyna et toute son équipe. Mais je pense qu'ils sont en train de mettre sur pied quand même de quoi de logique. On en est à une première année
Pour l'instant, je pense, en tout cas, le seul DP que j'ai vu passer, c'est Dominguez. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais on devrait avoir de quoi de pas si pire quand même de chez Austin. Un bon mélange entre l'expérience et la jeunesse. Ça ressemble un peu au style de Nashville aussi, de leur entrée en MLS aussi. Il y avait beaucoup de joueurs d'expérience du côté de Nashville, mais ça se transfigure aussi du côté de Austin aussi. Déjà, le fait que Alexander Ring, le milieu défensif, l'ancien capitaine du NYCFC qui s'amène du côté de Austin, ça va être un plus pour eux. Et notamment le fait que Matt Beasley amène un peu plus de stabilité derrière la défense, ça va être un plus pour cette équipe-là. Mais il y a quand même des bons joueurs aussi dans cette équipe. Une équipe, on parlait de reconstruction, complètement en reconstruction. JF. Flambant neuf. Flambant neuf, 7 nouveaux joueurs qui viennent de se rajouter. Donc, le coach Ramos, il a bien mentionné, il a dit personnellement, lui, il sait qu'ils sont en train de complètement tourner la page. C'est une nouvelle histoire qui s'amène à Houston. Et puis, c'est une équipe, je ne sais pas comment que le développement avait été basé, mais je pense que même au niveau du développement aussi, ils ont eu un manque. Et puis, on le voit aujourd'hui, un manque de profondeur. Parce que c'est quand même une équipe qui était quand même bien au début des années et puis même pendant quelques années aussi dans la MLS, qui représentait très bien la MLS. Mm-hmm. Oui. Donc, ça fait le tour un peu de pas mal toutes les formations qui seront là cette saison dans l'Ouest. On va avoir fait pas mal le tour de toutes les formations. Je veux voir maintenant qui, selon vous, seront les formations qui vont connaître le plus de succès. Je vais y aller par toi, Richard. Le Sporting Kansas City, franchement, c'est une équipe qui tourne vraiment autour du succès, en fait. C'est une équipe qui est vraiment bien gérée par Vermees. Justement, Vermees a un réseau de contacts incroyable, en fait, à travers soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, même en Europe. Une équipe qui est vraiment bien dirigée par Vermees, justement. Eux qui ont connu beaucoup de succès en général. Et franchement, Sporting KC, moi, je les vois déjà en tête de liste, en fait, de l'association l'Ouest, pardon. Ouest. Après ça, ensuite, 2-3. Là, j'aime me mouiller parce que j'ai beaucoup de noms en tête, mais il y a Minnesota aussi que j'aime beaucoup. On voit vraiment la marge de progression de cette équipe. Une équipe aussi bien dirigée que comme Kansas City en la personne de Adrian Heath, l'ancien coach de Orlando. Une équipe qui a connu beaucoup de succès lors de l'entre-saison. On a vu des joueurs vraiment éclore dans cette équipe, à commencer par le gardien Dane Sinclair, un jeune gardien qui était deuxième dans la hiérarchie, et une équipe aussi qui est vraiment portée sur l'offensive aussi. Et c'est un plus aussi dans cette MLS qui est vraiment axé sur l'offensive et sur le spectacle aussi. Et Minnesota, justement, répond à ces critères-là. Et tu fermerais le top 3 avec? Avec Portland. C'est mon équipe chouchou, je vais pas vous mentir. C'est une équipe que j'aime depuis le début, que j'aime suivre aussi. Surtout avec Diego Valeri qui a vraiment enflammé la ville des Roses, justement, ça c'est leur surnom. J'aime leur philosophie, j'aime leur jeu, moi je suis un fan fini de Portland, je vais pas vous mentir. À part le CF Montréal, t'as Portland qui vient juste en dessous. Une équipe qui est vraiment axée sur l'offensive, une très bonne défense aussi, qui est bien gérée par Zavaricé et qui a beaucoup de jeunes joueurs aussi, en la personne de Williamson et de Ebobisse en attaque. Une équipe qui est bien rodée aussi en défense avec Mabiala et Subasic. Donc, c'est une très belle équipe à suivre aussi. Arius? Oui, super. Ça ressemble-tu à Richard? Ça ressemble un peu. Mais Portland, je vois Portland causer une surprise, finir premier dans l'Ouest. Je m'explique un peu. Ils ont un attaquant, Jeremy Ebobisse, et Eric Williamson, qui est un milieu de terrain. C'est deux joueurs qui jouaient pour l'équipe nationale des États-Unis. Il y en a un qui vient de commencer justement avec l'équipe senior.
Et puis, c'est deux joueurs qui ont été coupés coupés des effectifs des U23, l'équipe nationale. Puis, je pense que ça va être quelque chose de motivant pour ces jeunes-là parce qu'ils ont été très dominants dans les dernières années, dans les 2 dernières saisons pour Portland. Ebo 6, 19 buts, 3 assists en 2 saisons, 36 fois débutant. Donc, c'est une équipe qui risque de causer une belle surprise. Mais qui vont être dans les top 3. Je vois Portland finir premier. Deuxième, Sporting Kansas City. Richard l'a bien mentionné. Belle équipe, une bonne équilibre, une bonne profondeur. Donc, c'est une équipe qui va être là, qui va être stable pour longtemps dans cette ligue. Et puis Busio, on a parlé de Busio qui a dit c'est son année cette année. Et puis, je pense que même le coach a dit il est le real deal de la MLS. Donc, on verra un peu qu'est-ce que Sporting nous réserve. Et puis, l'équipe Cendrillon, 3e place. Moi, je vois un LAFC causer une surprise. Je vois un LAFC se faufiler dans les top 3. Équipe expérimentée avec un vétéran jeune. Et puis, durant la fenêtre de transfert cet été, risque de nous surprendre avec un nom qu'on n'aurait pas pensé, qu'on n'y aurait pas pensé. J'y vais sensiblement comme vous autres. Moi, je pense que les Timbers, effectivement, vont terminer au sommet dans l'Ouest. Timbers qui ont bougé très peu dans leur entre-saison. Donc, une équipe qui est confiante, une équipe qui sait où qui s'en va, une équipe qui maîtrise très bien son effectif. Donc, on a fait des ajustements, mais on n'a pas trop changé la chimie de cette équipe-là, ni l'identité de cette formation-là. Donc, on devrait partir avec une longueur d'avance, selon moi, et gagner. Ça va donner un gain en début de saison à Portland, ce qui fait qu'en bout de ligne, ils devraient en profiter et terminer premier. 2e place, je vois le Sporting Kansas City. Effectivement, quelle belle formation, constant. Et 3e, ben là, c'est là que je vais rejoindre. Puis j'avais mis ex aequo, moi, LAFC et Seattle. Puis j'ai hésité là entre Seattle, Minnesota. Il y a vraiment beaucoup de talent dans l'Ouest et je pense que la lutte va être très, très, très serrée dans l'association de l'Ouest, là, mais et je vois vraiment là, je pense que Portland et LAFC seront pas LAFC, mais Portland et Sporting Kansas City, 1 et 2 respectivement. Je pense que ça devrait jouer là-dessus. Mais 3, 4, 5, là, je pense que ça va se battre fort. Seattle, LAFC, Minnesota. Fait que j'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Mais ça va être bon. Ça va être bon, ça c'est définitif. Puis ça va être à l'avantage du spectateur. Et je vois même Vancouver se faufiler peut-être en 6e ou en 5e place aussi. Moi, là, c'est ça que je voulais terminer avec ça. L'équipe que vous voyez la plus progresser et l'équipe que va être la déception cette saison-ci. Je vais y aller avec la progression en premier, Richard. Comme Marius l'a mentionné, c'est vraiment Vancouver pour ma part aussi parce que Marc Dos Santos, c'est un coach qui vit sous les émotions, qui a appris de ses erreurs durant la saison dernière. Maintenant, avec le mercato qu'ils ont connu, là, il y a vraiment beaucoup d'attentes aussi. Puis ils ont vraiment beaucoup dépensé d'argent pour connaître beaucoup de succès. Donc, pour ma part, un peu comme Marius aussi, je le rejoins également dans le sens que Vancouver, ça va être une équipe vraiment à surveiller. Pour ma déception, ça va être Houston parce qu'il n'y a pas de projet en tant que tel du côté de Houston. Ils ont quand même allé chercher beaucoup d'expérience, des joueurs profil MLS en la personne de Maxi Urruti, comme on le connaît à Montréal. Ouais. Donc, pour moi, Houston, ça va être une équipe un peu qui va en arracher durant la saison comparé à d'autres équipes de l'association Ouest. Arius? De mon côté, comme j'ai bien mentionné, Vancouver, OK. LAFC, oui, définitivement monté en 3e place. Mais Vancouver, je vois Vancouver se faufiler. Et puis l'équipe que je vois qui risque d'avoir un peu de difficulté cette année avec toutes les acquisitions qu'ils ont perdues,
qui risque de perdre au moins 2 à 3 places dans le classement, c'est Seattle. Moi, je pense que Vancouver donc va faire un gain et non seulement va faire un gain, mais ce que je pense, c'est que Vancouver n'a pas le choix de faire un gain. Ils ont investi, ils ont remis beaucoup d'argent, ils ont un projet, mais je pense que ça fait quelques saisons, puis on sent là-bas aussi, hein, les partisans, c'est pas facile. Des fois, on dit qu'à Montréal, c'est pas facile avec entre les partisans, la direction, c'est pas plus rose du côté de Vancouver. Mais je pense que Vancouver, cette année, sans dire que ça passe ou ça casse, je pense qu'ils sont rendus au moment où ils doivent connaître le succès. Donc, je leur souhaite et je vois cette progression-là. Et moi, la plus grosse, en tout cas la déception, ce que j'entrevois, c'est les Quakes de San Jose. Je trouve qu'ils n'ont pas bougé suffisamment pour pouvoir progresser. C'est sûr que, bon, ils ont quand même des bons éléments au sein de cette formation-là, mais c'est une formation qui a alloué quand même relativement énormément de buts. Puis je suis pas sûr qu'on a réglé tout ce problème-là au niveau de la défensive pour être capable de ramener cette équipe-là à haut niveau. Et sinon, moi aussi, Houston est une équipe qui, selon moi, va faire du surplace encore une fois cette saison. Super. En terminant, pour la semaine prochaine, j'ai lancé un sondage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Puis la question que je vais vous poser, les gars, si vous êtes là la semaine prochaine avec moi, ça va être de savoir qui est le plus grand joueur qui a passé à travers la MLS dans l'histoire de la MLS. J'ai mis le sondage en place. Twitter oblige, j'ai pas pu donner plus que 4 choix que Zlatan, Drogba, Henry et Beckham. Il y a déjà 208 votes. Wow. Et c'est Thierry Henry, c'est sûr qu'on vient de Montréal, mais Thierry Henry est en avance. Mais je pense que chacun peut prendre le lead, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que Beckham a fait énormément pour la MLS. C'est sûr que Thierry Henry est un grand joueur. Zlatan étant Zlatan. Il y a peu de mots pour le décrire. Exactement. Donc, je pense que ça a bien été. Drogba, je pense que malheureusement, on l'a juste pas vu assez longtemps pour pouvoir en profiter. Mais il y a des joueurs que j'aurais pu rajouter comme un Rooney. Il y a d'autres joueurs qui ont marqué également leur passage en MLS. Puis il y a des joueurs aussi comme puis je l'ai pas mentionné, mais je pensais l'avoir en commentaire, je l'ai pas eu, mais des joueurs comme Alphonso Davies, est-ce que ça pourrait être un des plus grands joueurs à avoir passé en MLS? Sa carrière va nous le dire plus tard, mais ça fait partie des grands qui auront passé par la MLS. Je crois qu'il l'est déjà, JF, parce que cette année, il a été voté dans les top 11 meilleurs joueurs au monde. Donc, je pense qu'il a déjà passé dans l'histoire. Je pense que oui. Ouais. C'est un pionnier. C'est un pionnier, oui, déjà. C'est ça. Ouais, à son jeune âge. Donc, là, on pourrait dire, oui, effectivement, Zlatan, Beckham, etc. Et Henry ont définitivement eu un impact sur la MLS. Ben oui. Là, c'est une opinion, je pense que c'est très large. Et puis, mais moi, j'aime beaucoup Thierry Henry. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans sa carrière. Puis, je pense qu'il a eu une superbe carrière et dans la MLS et en Europe. Je pense que oui. Pour ma part, Ricardo Kaká, on l'oublie souvent, mais Kaká, vraiment, ça a été un passage vraiment important du côté d'Orlando, mais même à travers l'Europe aussi. On connaît Kaká en tant que joueur au Real Madrid et à l'AC Milan, comme quoi c'est un joueur vraiment important dans cette équipe. Mais Kaká a amené une dimension un peu plus large pour la MLS et c'était un bonus aussi. Ouais, ça a amené une vague aussi du côté des Brésiliens qui sont venus en MLS aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini parce qu'on le voit avec on en parlait tantôt, il y a beaucoup de contrats qui arrivent à échéance la saison prochaine, en tout cas au prochain mercato. Et on risque d'avoir encore une fois des belles prises du côté de la MLS parce qu'il y a plusieurs rumeurs. C'est sûr que les rumeurs émergent pas mal tous des mêmes marchés.
mais il y a quand même là, des rumeurs intéressantes que ce soit, puis je suis pas sûr que ça va se concrétiser, des joueurs, je pense pas qu'on Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, à mes yeux, sont pas nécessairement prêts à arriver en MLS, du moins pas tout de suite. Pas tout de suite. Ils ont encore quelques belles saisons, mais des gars comme Giroud, des gars comme Aten Ben Arfa, c'est des gars qui peut-être on pourrait voir aboutir dans une des formations là, du circuit Garber. Il y a même eu Griezmann aussi du côté de l'Inter Miami qui est intéressé par le projet de Beckham. Mais pour parler de Giroud, c'est sûr que c'est un profil totalement différent de ce qu'on a à MLS. Ça ressemble un peu à la Drogba aussi. Un gros numéro 9, un pivot en fait qui est capable de soutenir le ballon puis jouer derrière le dos de la défense aussi. Ça va être un profil vraiment intéressant pour la MLS aussi puis ça amène une dimension un peu plus grande aussi. Richard amène un bon point, Jeff, c'est que la MLS doit aller avec le style du joueur. Puis le joueur aussi doit être le joueur qui est en fin de carrière. Un Zlatan, il est fort physiquement. Donc, c'est un joueur il est capable de s'adapter à n'importe quel genre de type de ligue. La MLS, c'est très physique. Ça paraît pas, mais c'est très physique, la MLS. Zlatan l'a même dit. Oui, Zlatan l'a mentionné. Il l'a même dit. Oui, donc c'est très physique, la MLS. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière, qui veulent venir physiquement donner cette énergie-là? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de terrains synthétiques également qui rebutent encore là, certains joueurs internationaux. Ça amène un autre excellent point parce que Thierry Henry, quand il est venu dans la MLS, il y a des gens qui ne savent pas, mais lui, dans son contrat, il ne jouait pas les matchs synthétiques. Non, c'est ça. Et Drogba... Il ne jouait pas les matchs synthétiques. Drogba en a manqué plusieurs également là, du côté de l'Impact. Sur les synthétiques. Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que c'est ça, c'est pas donné. Pas très bon pour les auditeurs. C'est ça, c'est pas très bon pour les auditeurs. Excellent. Hey, je vous remercie les boys. Merci beaucoup. Jeff. On se retrouve dimanche prochain. Merci, Arius. Oui. Ouais, pas de problème, c'est un rendez-vous. Édition 3, fait qu'on va savoir, on va se poser la question qui est le meilleur joueur donc à avoir passé dans la MLS. Puis on va regarder les gars aussi le 11, le meilleur 11 dans l'Est, le meilleur 11 dans l'Ouest. Donc on va se faire les 11 là à travers tous les joueurs qui sont disponibles dans toutes les formations pour qu'on sorte là, les meilleurs 11 des deux conférences. Parfait. Excellent. Ben, bonne soirée à tous les auditeurs. Bye bye. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Restez là bien branchés, bbnmedia.com. Demain, retour du podcast BN.